Tu le sens au moment même où ça arrive. Une remarque suffit et tout bascule. Ton corps se tend, ton esprit s'emballe et tu réagis. Trop vite, trop fort. Et après coup, tu le sais déjà. Ce n'était pas nécessaire. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une faiblesse isolée. C'est un mécanisme, un automatisme profondément installé qui prend le contrôle avant même que tu aies le temps de comprendre ce qui se passe. Tu ne réagis pas seulement à la situation. Tu réagis à ce que ton esprit croit qu'elle signifie. Une simple phrase devient une attaque. Un silence devient un rejet. Une contradiction devient une remise en question de ta valeur. Et à partir de là, tout s'emballe. Ton cerveau ne cherche pas à analyser calmement. Il cherche à protéger, à défendre, à répondre, immédiatement. Déjà, Daniel Kahneman expliquait que la majorité de nos réactions proviennent d'un système rapide, instinctif, qui agit sans réflexion consciente. Et ce système, dans les interactions sociales, est souvent imprécis, mais extrêmement rapide. Il déclenche une réaction avant même que la logique n'ait le temps d'intervenir. Et c'est là que tu perds le contrôle, parce que tu n'es plus en train de choisir ta réponse. Tu es en train d'exécuter un programme. Un programme construit avec le temps, renforcé par des habitudes, alimenté par des émotions répétées. Et tant que ce programme reste invisible, il continue de fonctionner exactement de la même manière. Encore et encore. Tu réagis, tu regrettes, tu comprends après coup, puis tu recommences. Et au fond, tu le sais déjà. Le problème n'est pas les autres. Le problème, c'est ce moment précis où tu perds ton centre, sans même t'en rendre compte. Ce qui rend ce mécanisme encore plus puissant, c'est qu'il agit à travers ton identité. Tu ne réagis pas seulement à ce qui est dit, tu réagis à ce que cela semble dire sur toi. Une remarque devient une remise en question, une critique devient une attaque personnelle, un simple désaccord devient une menace pour ton image. Et tout cela se produit en une fraction de seconde, sans que tu aies le temps de filtrer consciemment. Ton esprit ne traite pas l'information de manière neutre. Il l'interprète, il la relie à ton passé, à tes expériences, à tes insécurités. Et il construit une histoire instantanée. Une histoire dans laquelle tu dois te défendre, te justifier ou réagir pour rétablir ton équilibre. Déjà, Sigmund Freud expliquait que nos réactions présentes sont souvent influencées par des couches inconscientes, formées bien avant le moment actuel. Et ces couches ne disparaissent pas avec la logique. Elles continuent d'agir en arrière-plan, influençant ta perception sans que tu t'en rendes compte. Plus tu es attaché à une certaine image de toi, être respecté, être apprécié, être perçu comme compétent, plus ces réactions deviennent intenses. Parce que chaque interaction devient un test de cette image. Et dès que cette image semble menacée, même légèrement, ton système s'active. Tu ressens le besoin de corriger, d'expliquer, de défendre. Et dans cette urgence, tu perds la distance nécessaire pour voir clairement ce qui se passe. Tu n'écoutes plus vraiment l'autre. Tu écoutes ce que ton esprit te dit que l'autre veut dire. Et cette différence change tout, parce qu'elle transforme une interaction simple en conflit interne. Tu ne réagis plus à la réalité, tu réagis à ton interprétation. Et tant que cette distinction n'est pas claire, chaque échange peut devenir une source de tension, même lorsqu'il n'y a, au départ, aucun problème réel. Mais il y a un détail encore plus subtil que la plupart ignorent. Tu ne réagis pas seulement à ce que tu entends. Tu réagis à la vitesse à laquelle ton esprit interprète la situation. Tout se joue en quelques millisecondes. Avant même que tu comprennes consciemment ce qui a été dit, ton cerveau a déjà analysé, comparé, jugé et déclenché une réponse émotionnelle. Et cette rapidité te donne une illusion dangereuse, celle de croire que ta réaction est naturelle, logique, justifiée. Alors qu'en réalité, elle est le résultat d'un enchaînement invisible. Ton esprit prend une information, la relie à ton passé, à tes croyances, à tes peurs, puis il décide instantanément, danger ou non. Et dès que quelque chose est perçu comme une menace, même symbolique, ton corps suit immédiatement.
tension musculaire, respiration plus rapide, pensée accélérée. Et à partir de là, ta capacité à réfléchir diminue fortement. Déjà, Joseph Ledoux a montré que le cerveau émotionnel peut déclencher une réaction avant même que le cerveau rationnel ait le temps d'analyser la situation. C'est une voie rapide, utile pour survivre, mais problématique dans les interactions modernes. Parce qu'aujourd'hui, les menaces ne sont presque jamais physiques, elles sont symboliques. Pourtant, ton cerveau réagit comme si elles étaient réelles. Une remarque devient une alerte, un ton devient une attaque, une attitude devient un signal de danger. Et tu te retrouves à réagir intensément à quelque chose qui, objectivement, ne le justifie pas. Mais subjectivement, tout semble cohérent. Et c'est cela le piège. Tu as l'impression d'avoir raison de réagir. Tu as l'impression que c'est nécessaire. Alors qu'en réalité, tu es simplement pris dans un processus automatique que tu n'as pas encore appris à ralentir. Et tant que ce processus reste rapide et inconscient, il continuera à produire les mêmes réactions, encore et encore. À partir de là, une vérité devient difficile à ignorer. Le problème n'est pas ce que tu ressens, mais la vitesse à laquelle tu agis sur ce que tu ressens. L'émotion n'est pas une erreur. Elle est un signal, une information brute qui te traverse. Mais dès que tu la transformes immédiatement en parole ou en action, tu perds le contrôle. Tu passes de la perception à la réaction sans transition. Et c'est précisément cette absence d'espace qui crée l'excès. Parce que sans cet espace, tu ne peux ni observer, ni comprendre, ni choisir. Tu exécutes simplement ce que ton état interne dicte. Déjà, Viktor Frankl expliquait que c'est dans l'espace entre le stimulus et la réponse que se trouve notre liberté. Mais cet espace, chez la plupart des gens, est écrasé par l'habitude. Ils ont appris à répondre vite, à ne pas laisser passer, à réagir immédiatement. Et cette rapidité est souvent perçue comme une force, alors qu'en réalité, elle révèle un manque de maîtrise. Parce que lorsque tu réagis sans délai, tu ne choisis pas, tu subis. Tu es dirigé par ton état interne, par ton émotion du moment, par ton interprétation instantanée. Et cela te rend prévisible, instable, facile à influencer. À l'inverse, les personnes qui semblent les plus calmes ne ressentent pas moins. Elles ont simplement appris à créer ce micro-espace. 1 seconde, parfois moins, mais suffisamment pour ne pas agir immédiatement. Elles observent. Elles laissent passer l'impulsion initiale, elles reprennent le contrôle, et ce simple décalage change tout, parce qu'il transforme une réaction automatique en réponse consciente. Il te redonne le choix. Et ce choix, même discret, modifie complètement la manière dont tu interagis avec le monde. Tu ne réagis plus pour soulager une tension, tu réponds pour maintenir ton équilibre. Et cette différence, aussi subtile soit-elle, marque le début d'une véritable maîtrise. Mais créer cet espace ne dépend pas simplement de la volonté. Cela dépend de ta capacité à voir ce qui se passe pendant que cela se passe. Et c'est là que la majorité échoue. Tu comprends, après coup. Tu réalises une fois que la réaction est déjà sortie, une fois que les mots sont dits, une fois que l'émotion a déjà pris le contrôle. Et à ce moment-là, il est trop tard pour choisir, parce que le processus est terminé. Pour changer cela, tu dois déplacer ton attention, non pas après, mais pendant. Tu dois apprendre à reconnaître les premiers signes de la réaction. Cette légère tension dans le corps, ce changement subtil dans la respiration, cette montée rapide de pensée, ce moment précis où quelque chose en toi commence à s'activer. C'est ici que tout se joue, pas dans la réaction elle-même, mais dans les secondes qui la précèdent. Déjà, Jon Kabat-Zinn insistait sur l'importance de revenir au moment présent pour observer les processus internes en temps réel. Parce que tant que tu ne vois pas ce qui se passe, tu ne peux pas intervenir. Tu es simplement emporté. Mais dès que tu développes cette capacité d'observation, même légèrement, tu récupères une marge de manœuvre. Tu peux décider de ne pas parler immédiatement. Tu peux laisser passer 1 seconde de plus. Tu peux respirer au lieu de répondre.
Et cette micro-décision change tout, parce qu'elle interrompt la chaîne automatique. Elle empêche l'émotion de devenir une réaction. Et avec le temps, ce qui demandait un effort conscient devient une habitude. Tu reconnais plus vite, tu interviens plus tôt, tu réagis moins, non pas parce que tu ressens moins, mais parce que tu vois plus clairement ce qui se passe en toi. Et cette clarté est une forme de pouvoir, un pouvoir discret, mais fondamental. Celui de ne plus être dirigé par tes impulsions, mais de commencer à les maîtriser. Mais même avec cette conscience, un autre piège apparaît. Croire que tu dois supprimer tes émotions pour ne plus réagir. Beaucoup tombent dans cette erreur. Ils essaient de devenir froids, détachés, impassibles. Ils pensent que ne rien ressentir est la solution. Mais en réalité, cette stratégie crée une tension encore plus forte. Parce que ce que tu refuses de ressentir ne disparaît pas. Cela s'accumule. Cela reste présent en arrière-plan, prêt à ressortir au moment le moins attendu. La véritable maîtrise n'est pas dans la suppression, elle est dans la relation que tu as avec ce que tu ressens. Tu peux ressentir sans agir, tu peux observer sans t'identifier, tu peux laisser passer sans réagir. Déjà, Sénèque expliquait que ce ne sont pas les émotions qui nous dominent, mais le fait de leur donner un pouvoir immédiat sur nos actions. Et ce pouvoir vient de l'identification. Dès que tu te confonds avec ton émotion, je suis en colère, je suis blessé. Elle prend toute la place, elle devient ta réalité. Mais si tu changes légèrement cette perspective, je ressens de la colère, je ressens une tension. Tu crées une distance. Et cette distance change tout. Elle t'empêche de fusionner avec l'émotion, elle te permet de la contenir sans la nier. Et surtout, elle te donne le temps de choisir, parce qu'une émotion observée perd déjà une partie de son intensité. Elle circule, elle passe, elle se transforme. Alors qu'une émotion suivie immédiatement devient une réaction, puis une conséquence. Et c'est précisément ce que tu veux éviter. Avec le temps, tu remarques que les émotions ne sont pas aussi durables qu'elles en ont l'air. Elles montent rapidement, mais elles descendent aussi rapidement si tu ne les alimentes pas. Et cette expérience te libère. Tu comprends que tu n'as pas besoin de réagir pour exister. Tu n'as pas besoin de répondre pour te protéger. Tu peux simplement rester présent, ressentir et laisser passer. Et dans cet espace, tu retrouves quelque chose que tu pensais avoir perdu. Ton contrôle. À partir de ce moment, tu commences à voir un schéma que tu ne voyais pas avant. Plus tu donnes d'importance à une situation, plus ta réaction devient intense. Ce n'est pas seulement ce qui se passe qui compte, c'est le poids que tu lui donnes. Une remarque venant d'un inconnu peut passer inaperçue. La même remarque venant de quelqu'un que tu respectes peut te perturber profondément. Pourquoi? Parce que ton esprit hiérarchise. Il décide ce qui est important, ce qui ne l'est pas, et ajuste ton niveau de réaction en conséquence. Cela signifie que ton intensité émotionnelle n'est pas directement liée aux faits, mais à leur signification pour toi. Déjà, William James expliquait que notre expérience du monde dépend en grande partie de ce à quoi nous prêtons attention. Et dans les interactions humaines, cette règle est constante. Plus tu investis émotionnellement dans quelque chose, plus tu deviens vulnérable à ces variations. Un détail devient significatif, une phrase devient lourde de sens, et ton esprit commence à construire autour de cela. Il interprète, il anticipe, il projette. Et sans t'en rendre compte, tu es déjà engagé dans une réaction disproportionnée. C'est pour cela que certaines personnes semblent toujours calmes. Ce n'est pas qu'elles vivent moins de situations. C'est qu'elles choisissent mieux où placer leur attention. Elles ne donnent pas la même importance à tout. Elles filtrent, elles sélectionnent, et ce filtre change tout. Parce que si tout est important, tout devient une source de réaction. Mais si tu réduis volontairement l'importance de certaines choses, tu réduis automatiquement l'intensité de tes réactions. Tu ne te bats plus pour chaque détail, tu ne réagis plus à chaque mot, tu gardes ton énergie pour ce qui compte vraiment. Et dans ce choix, tu gagnes quelque chose de précieux, de la stabilité.
Une stabilité qui ne dépend pas de ce que les autres font ou disent, mais de la manière dont tu décides de l'interpréter. Mais il y a encore un niveau plus profond. Ton esprit n'interprète pas seulement, il amplifie. Il transforme des signaux faibles en problèmes importants. Il ajoute du sens là où il n'y en a pas forcément. Une phrase neutre devient suspecte. Un silence devient lourd. Un détail devient une preuve. Et plus tu laisses ce processus se dérouler sans le questionner, plus ta réaction devient intense. Tu ne réagis plus à la réalité, tu réagis à une version amplifiée de celle-ci, et ce phénomène est extrêmement courant. Ton esprit croit bien faire, il pense te protéger. Mais en réalité, il exagère pour te préparer à un danger qui, dans la majorité des cas, n'existe pas vraiment. Déjà, Aaron Beck avait identifié ces distorsions cognitives comme étant au cœur de nombreuses réactions émotionnelles disproportionnées. Des pensées rapides, automatiques, qui déforment la perception sans que tu t'en rendes compte. Et tant que tu ne les remets pas en question, elles dirigent ton comportement. Tu crois ce que tu penses, sans vérifier. Tu réagis à ce que tu imagines, sans observer, et c'est là que le problème s'installe. Mais dès que tu ralentis légèrement, dès que tu prends une seconde pour regarder ce qui se passe, une autre possibilité apparaît. Tu peux te demander, est-ce que c'est vraiment grave? Est-ce que je suis sûr de ce que j'interprète? Est-ce que je n'exagère pas? Ces questions ne sont pas là pour nier ce que tu ressens. Elles sont là pour remettre de la clarté. Et cette clarté réduit immédiatement l'intensité, parce qu'elle casse l'illusion de certitude. Elle t'empêche de transformer chaque situation en déclencheur émotionnel. Avec le temps, tu remarques que beaucoup de choses qui semblaient importantes ne le sont pas. Beaucoup de tensions disparaissent d'elles-mêmes. Et progressivement, tu arrêtes de nourrir ce mécanisme d'amplification. Tu reviens à quelque chose de plus simple, observer ce qui est sans ajouter ce qui n'est pas. À ce stade, tu développes une capacité qui change tout, différer volontairement ta réaction. Non pas parce que tu hésites, mais parce que tu choisis. Tu comprends que répondre immédiatement n'est presque jamais nécessaire, et que dans la majorité des situations, quelques secondes suffisent à transformer complètement ta réponse. Lorsque quelque chose te touche, ton réflexe est de répondre tout de suite. Mais si tu prends une seconde, puis 2, puis 3, l'intensité diminue. L'émotion perd de sa force, ton esprit devient plus clair, et surtout, tu récupères le contrôle. Ce délai agit comme un filtre. Il empêche la réaction brute de passer directement dans ton comportement. Déjà, Ryan Holiday insiste sur l'importance de ces micro-décisions où tu choisis de ne pas agir immédiatement, parce que c'est dans ces moments invisibles que se construit la maîtrise. Tu n'as pas besoin de changer radicalement. Tu n'as pas besoin de techniques complexes. Tu as simplement besoin de créer du temps. Un peu plus de temps entre ce que tu ressens et ce que tu fais, et ce temps change ta perception. Ce qui semblait urgent devient optionnel. Ce qui semblait personnel devient neutre. Ce qui semblait grave devient relatif. Et à partir de là, ta réponse devient différente, plus calme, plus précise, plus adaptée. Tu ne réagis plus pour soulager une tension. Tu réponds pour préserver ton équilibre. Et cette différence est immédiatement perceptible. Les autres le sentent. Ils voient que tu ne te laisses pas emporter, que tu prends le temps, que tu ne joues pas dans le même rythme. Et cela change la dynamique. Parce que dans un monde où tout va vite, celui qui ralentit prend un avantage silencieux. Non pas en contrôlant les autres, mais en se contrôlant lui-même. Et cette maîtrise, discrète mais constante, réduit progressivement tes réactions excessives. Non pas parce que tu ressens moins, mais parce que tu choisis mieux. À ce niveau, quelque chose change profondément. Tu ne cherches plus à contrôler tes réactions. Tu changes ta relation avec elles. Tu comprends que le problème n'a jamais été de ressentir, mais de dépendre de ce que tu ressens pour agir. Pendant longtemps, chaque interaction devient une validation. Tu veux être compris, respecté, reconnu. Et lorsque cela ne se produit pas comme prévu, ton système s'active. Tu ressens le besoin de corriger, de répondre,
de rétablir ton image. Mais plus tu avances, plus ce besoin diminue. Tu n'as plus besoin que chaque interaction confirme ta valeur. Et cette absence de besoin réduit automatiquement l'intensité de tes réactions. Déjà, Albert Ellis expliquait que ce ne sont pas les événements qui nous perturbent, mais les exigences rigides que nous avons envers ces événements. Les autres doivent me respecter. Cette situation ne devrait pas arriver. Je dois être compris. Ces attentes créent une tension constante, parce que la réalité ne correspond jamais parfaitement à ces exigences, et chaque écart devient une source de réaction. Mais lorsque tu remplaces ces exigences par des préférences, j'aimerais être respecté, mais ce n'est pas toujours le cas. Tout change. Tu restes attentif, mais tu n'es plus dépendant. Tu restes présent, mais tu n'es plus attaché. Et cette nuance transforme ta posture. Tu peux écouter sans te sentir attaqué. Tu peux répondre sans te sentir obligé. Tu peux rester calme sans te forcer. Et dans cet état, tes réactions deviennent naturellement plus rares, non pas parce que tu les bloques, mais parce qu'elles ne trouvent plus la même intensité en toi. Tu n'es plus en train de défendre une image fragile. Tu es simplement en train d'être. Et cette simplicité crée une stabilité que peu de gens possèdent, une stabilité qui ne dépend pas des autres, mais de la manière dont tu te positionnes face à ce qui se passe. Mais il reste un facteur souvent sous-estimé. Ton environnement influence directement la manière dont tu réagis. Tu peux avoir une bonne maîtrise intérieure, comprendre tes mécanismes, créer de l'espace, et pourtant te retrouver à réagir plus fortement dans certains contextes. Pourquoi? Parce que certaines situations activent des schémas déjà présents en toi. Certaines personnes, certains lieux, certaines dynamiques réveillent des réactions que tu pensais avoir dépassées. Et cela ne signifie pas que tu régresses. Cela signifie simplement que ces contextes touchent des zones plus sensibles. Déjà, Kurt Lewin expliquait que le comportement est toujours le résultat de l'interaction entre la personne et son environnement. Tu n'existes pas dans le vide. Tu es influencé par ce qui t'entoure. Et ignorer cela, c'est passer à côté d'une partie du problème. Certaines personnes te poussent à réagir plus vite. Certaines situations créent une tension immédiate. Et si tu ne le reconnais pas, tu vas te juger inutilement. Tu vas croire que tu n'as pas progressé, alors qu'en réalité, tu es simplement dans un contexte plus exigeant. L'important, c'est de le voir, de comprendre où tu es plus vulnérable, non pas pour fuir systématiquement, mais pour ajuster ton exposition, ajuster ton niveau d'attention, ajuster ta manière d'entrer dans certaines interactions, parce que la maîtrise ne consiste pas à être parfaitement stable partout, tout le temps. Elle consiste à savoir où tu dois être plus vigilant. Et cette lucidité change tout. Elle t'empêche de te battre contre toi-même. Elle te permet d'analyser au lieu de culpabiliser. Et surtout, elle t'aide à progresser de manière plus intelligente. Tu ne cherches plus à être parfait, tu cherches à être conscient. Et cette conscience te donne un avantage réel. Elle te permet d'anticiper, d'ajuster et progressivement de réduire l'impact de ces environnements sur tes réactions. À ce stade, tu commences à voir quelque chose de très concret. La majorité de tes réactions excessives ne t'apportent rien. Elles donnent l'impression de te défendre, de t'affirmer, de reprendre le contrôle. Mais en réalité, elles compliquent les situations. Elles ajoutent de la tension là où il n'y en avait pas forcément. Elles prolongent des échanges qui auraient pu rester simples. Et surtout, elles te coûtent de l'énergie. Beaucoup d'énergie. Chaque réaction intense laisse une trace. Elle reste dans ton esprit après coup. Tu y repenses. Tu rejoues la scène. Tu analyses ce que tu as dit, ce que tu aurais pu dire, ce que l'autre a voulu dire. Et cette boucle mentale peut durer longtemps. Déjà, Marcus Aurelius rappelait que nous souffrons souvent plus dans notre imagination que dans la réalité. Et c'est exactement ce qui se passe ici. La réaction ne s'arrête pas au moment où elle se produit. Elle continue dans ta tête. Mais lorsque tu réduis ces réactions, tu récupères quelque chose de précieux, de l'espace mental.
moins de conflits inutiles, moins de scénarios, moins de fatigue émotionnelle. Et cet espace te permet de te concentrer sur ce qui compte vraiment. Tu n'es plus absorbé par chaque détail, tu ne revis plus chaque interaction, tu avances, plus léger, plus clair. Et cette légèreté n'est pas une faiblesse, c'est une forme d'efficacité. Tu choisis où mettre ton énergie. Tu choisis ce qui mérite ton attention. Et ce choix transforme ton quotidien. Les situations deviennent plus simples, les interactions plus fluides. Et surtout, tu te sens moins envahi par ce qui se passe autour de toi. Parce que tu as compris quelque chose d'essentiel. Tout ne mérite pas une réaction. Et souvent, ne pas réagir est la réponse la plus intelligente. Non pas par évitement, mais par maîtrise. À ce stade, tu commences à ressentir une forme de liberté nouvelle. Tu n'as plus besoin de réagir pour exister dans une interaction. Avant, chaque échange devenait un terrain où tu devais te positionner, répondre, prouver quelque chose. Maintenant, cette pression diminue. Tu comprends que ton calme ne te rend pas invisible. Il te rend solide. Tu n'as plus besoin de répondre à tout pour être respecté. Tu n'as plus besoin de corriger chaque perception pour être compris. Et surtout, tu n'as plus besoin de transformer chaque émotion en action. Déjà, Épictète enseignait que la liberté vient du fait de ne plus dépendre de ce qui ne dépend pas de nous. Et dans ce contexte, cela signifie ne plus dépendre des paroles, des attitudes ou des réactions des autres pour maintenir ton équilibre. Tu peux écouter sans absorber. Tu peux observer sans interpréter immédiatement. Tu peux laisser passer sans te sentir faible. Et cette capacité transforme ta posture. Tu n'es plus en réaction constante. Tu es en présence, une présence calme, stable, qui ne cherche pas à s'imposer, mais qui ne se laisse plus emporter. Et cette présence est perçue. Elle modifie la manière dont les autres interagissent avec toi. Moins de tensions inutiles. Moins de provocations efficaces, moins de dynamique basée sur la réaction, parce que tu ne nourris plus ces mécanismes. Tu ne participes plus automatiquement au jeu. Et avec le temps, quelque chose change profondément. Les situations qui te faisaient réagir auparavant perdent de leur intensité. Elles deviennent neutres, presque insignifiantes. Non pas parce qu'elles ont changé, mais parce que toi, tu as changé ta manière de les vivre. Et cette transformation est silencieuse, mais puissante. Et pourtant, cette stabilité ne signifie pas que tu ne réagiras plus jamais. Il y aura encore des moments où une émotion prendra le dessus, où une parole touchera quelque chose de plus profond, où une situation te surprendra. Et c'est normal. La différence, c'est que ces moments ne définissent plus ta manière d'être. Tu ne t'identifies plus à chaque réaction. Tu ne te juges plus immédiatement. Tu observes, tu comprends, puis tu ajustes. Et ce processus devient naturel. Déjà, Carl Rogers expliquait que le changement réel commence par l'acceptation de ce qui est. Plus tu refuses tes réactions, plus tu les renforces. Plus tu les observes sans jugement, plus tu peux les transformer. Parce que la lutte contre soi-même crée une tension supplémentaire, et cette tension alimente justement les réactions excessives. À l'inverse, une observation calme crée de la clarté, et cette clarté permet un ajustement progressif. Tu remarques plus vite ce qui t'active, tu reconnais plus tôt les signaux, tu récupères le contrôle plus rapidement, et même lorsque tu réagis, tu reviens à ton centre plus facilement. Tu ne restes plus bloqué dans la réaction. Tu ne la prolonges pas inutilement. Tu apprends à laisser passer, même après coup. Et cette capacité est essentielle, parce que la maîtrise ne consiste pas à ne jamais tomber, mais à se relever rapidement, sans amplifier la chute. Avec le temps, ces moments deviennent plus rares. Non pas parce que le monde devient plus simple, mais parce que ton rapport au monde devient plus stable. Tu n'attends plus des situations qu'elles soient parfaites. Tu n'attends plus des autres qu'ils soient toujours justes. Tu acceptes l'imprévu et tu sais que tu peux y faire face sans perdre ton équilibre. Au fond, tu l'as toujours su. Ce n'est pas le monde qui te fait réagir, c'est la manière dont tu le perçois.
Tant que ce mécanisme reste inconscient, tu as l'impression de subir. Tu crois que c'est plus fort que toi, que c'est ta nature. Mais ce n'est pas une fatalité. Ce sont des schémas, des habitudes construites avec le temps. Et tout ce qui est construit peut être transformé. Déjà, Aristote rappelait que nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. Et cela vaut aussi pour tes réactions. Chaque réaction automatique renforce ce fonctionnement. Chaque moment où tu crées un espace commence à le modifier. Et avec le temps, cette répétition change ta manière d'être. Tu ne deviens pas quelqu'un de différent du jour au lendemain, mais tu deviens quelqu'un de plus conscient. Tu vois ce qui se passe en toi, tu comprends ce qui te déclenche, et surtout, tu choisis. Tu choisis quand répondre, tu choisis comment répondre, tu choisis si cela mérite une réponse. Et ce choix est la clé, parce qu'il te redonne le contrôle. Il te sort de la réaction automatique. Il te replace au centre de ton expérience. Et à partir de là, quelque chose change définitivement. Tu n'as plus besoin de lutter pour rester calme. Tu es calme parce que tu n'alimentes plus ce qui te faisait réagir. Les situations restent les mêmes, les gens restent les mêmes, mais toi, tu ne fonctionnes plus de la même manière. Et c'est cette différence qui transforme tout.